Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, une émission qui vous propose de mieux comprendre, avec un élu, les enjeux en matière d'aménagement et de développement dans les villes de notre région très urbanisée. Actualité oblige, pollution atmosphérique, économie d'énergie, gestion des déchets. Nous nous intéressons aujourd'hui au développement durable. Avec nous, Florence Presson, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe de Sceaux, en charge de la ville numérique, du développement durable et de la transition énergétique. Et vous êtes également membre de l'Institut de l'économie circulaire. Mais ma toute première question, c'est quelle est votre définition du développement durable? Alors, justement, moi je ne me présente pas comme vous l'avez fait, même si c'est ce qui est écrit sur mon étiquette, entre guillemets. Pour moi, je suis adjointe sur la ville numérique et la transition énergétique. Et très vite, je passe sur la transition économique et environnementale. Pourquoi ? Parce que le développement durable, c'est quelque chose dont on parle énormément, qui est aujourd'hui beaucoup accroché ou à une minorité politique, ou à des associations, ou à des experts. Et pour moi, le développement durable est un petit peu mort. Alors ça peut être... Choqué. Voilà, ça peut choquer, mais très souvent c'est lié, c'est un problème de sémantique, c'est un problème à ce que l'on met derrière effectivement ce mot-là. Moi je vais plutôt parler des transitions, ce que j'appellerais transition puissance 3. Alors, transition, c'est effectivement le changement d'un état, d'un état à un état 2, c'est la société qu'on a connue, celle qui est en train de changer justement, c'est la période de transition dans laquelle nous nous trouvons, et puis surtout l'après. Et puissance 3, parce que c'est effectivement l'environnement. L'environnement, c'est enfin, avec la COP21, la loi de transition énergétique, une prise de conscience des enjeux environnementaux et un changement avec, par exemple, la notion de biomimétisme. Comment innover en s'inspirant du vivant ? Dans le vivant, on a un certain nombre, on n'a jamais de déchets déjà, mais on a un certain nombre de cycles qui permet d'apporter des ressources à chacun. On a de la coopération, de la mutualisation, de la symbiose pour effectivement une vie qui se développe dans de bonnes conditions. Alors, les trois piliers, moi je vais revenir sur la définition classique du développement durable, celle qui a été officialisée en 92 au sommet de la Terre à Rio. Il y a trois piliers, l'écologie, donc j'ai bien entendu biomimétisme, il y a le social et l'économie, mais comment un élu, comment une ville peut appréhender ces trois piliers ? Concrètement, c'est quoi l'action que peut mener un élu local ? Alors, finalement, l'élu local, il va agir sur un certain nombre de secteurs qui dépendent de ses délégations. Si je prends par exemple, je parlais tout à l'heure de puissance 3, donc ça veut dire qu'il y a aussi l'énergie. Au niveau de l'énergie, une ville peut porter à travers son PADD, plan d'aménagement développement durable, à travers une sensibilisation à la rénovation énergétique, un certain nombre de messages vers, d'une part, les citoyens, en les accompagnant, vers l'entreprise, les entreprises locales, pour leur permettre effectivement de s'impliquer sur le sujet, de les mobiliser et de présenter un petit peu les intérêts économiques entre tous. Donc la ville a un rôle de facilitateur dans ce domaine-là. Facilitateur, un petit peu militantisme, quand vous allez voir les entreprises pour l'économie dite durable, c'est tout un travail, ça se fait facilement, les entreprises sont réceptives localement ou pas ? Alors, c'est un peu le troisième pilier avec la puissance 3 économique. Très honnêtement, c'est pour ça que je n'aime pas le mot développement durable, qui est un peu estampillé écolo et compagnie. Là, on parle économie, on parle nouveau modèle économique, on parle rentabilité. Quand on demande à une entreprise de mettre moins de package, d'essayer de faire un produit qui respecte les ressources naturelles, qui va effectivement de moins en moins en consommer, eh bien, ça lui rapporte de l'argent. Donc, dès qu'on parle sous, à ce moment-là, on sort de l'étiquette écolo, bobo et compagnie, et là, on rentre dans une réalité. C'est pour ça que le volet économique, il est fondamental. Et aujourd'hui, dans les valeurs qui existent sur l'économie, on a un certain nombre d'émergences de nouveaux modèles. Modèle d'entreprise, par exemple,
avec des scopes, des SIC, plutôt coopératifs, mais aussi des nouveaux modèles économiques qui est, plutôt que de vendre un bien, je le fabrique, je le vends et c'est fini. Derrière, je pourrais plutôt louer ou vendre l'usage de ce bien. Et dans ce cas-là, je suis beaucoup plus dans la pérennité. Alors, je vois que l'économique, c'est quelque chose de très important pour vous. D'ailleurs, vous êtes membre de l'Institut de l'économie circulaire. Oui. Là aussi, on touche au développement durable quelque part. Mais qu'est-ce que cette économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, finalement, c'est un retour au sens, aux valeurs, à un certain nombre de métiers qui ont un petit peu disparu. Vous savez, il y a eu les 30 désastreuses, hein, une période où finalement on existait si on consommait. Et puis dans la façon de consommer, eh bien, aucun scrupule à extraire dans des grandes quantités à l'autre bout de la planète, donc ça ne nous touche pas grand-chose. Ensuite, on transporte, le prix du transport finalement, ça ne coûte pas grand-chose. On fabrique, et on se fiche un peu de savoir qui fabrique. Des hommes, des femmes, des enfants, ça ne nous concerne pas. Et puis ensuite, une fois qu'on a consommé, on jette très vite pour avoir le modèle suivant. L'économie circulaire, retour au sens. Ça signifie que l'on va rentrer dans un mode où on va être beaucoup plus dans la préservation de la matière première, une utilisation avec un usage beaucoup plus intensif, avec une préservation. Ça signifie, et récupération. Ça signifie que oui, on va fabriquer quelque chose selon une notion d'éco-conception, en s'inspirant du biomimétisme dont je parlais tout à l'heure, et on va le concevoir de façon modulaire. Hein, c'est l'exemple de Seb, qui pour moi illustre très bien cette économie circulaire. Quand ils conçoivent un fer à repasser, c'est plusieurs pièces, un peu comme des Lego, qui sont assemblées. À un moment donné, si une des pièces est endommagée, pas de souci, on la retire. Ils ont le service, ils ont les outils, ils ont les plans qui sont accessibles sur Internet, qui permet de retirer un morceau, le morceau qui ne marche pas, d'en remettre un autre et de nouveau poursuivre cette vie. C'est aussi, si quelqu'un souhaite changer pour un nouveau modèle, c'est pas grave, je ne vais pas le mettre à la poubelle. Je vais le remettre dans un circuit, comme un circuit de ressourcerie par exemple, ou alors, si effectivement il est vraiment défaillant, eh bien je vais pouvoir, en séparant tous ces morceaux-là, recycler, rentrer dans des filières spécialisées pour effectivement éviter le déchet. Alors, mais cette économie circulaire, c'est un terme un petit peu récent qui doit être également porté par les politiques. C'est tout le rôle de l'Institut de l'économie circulaire, parce qu'il y a des élus, des chefs d'entreprise, ouais. Le président est un député des Bouches-du-Rhône, vous en faites partie. Que fait exactement cet Institut de l'économie circulaire? Alors tout d'abord, l'Institut est composé d'un certain nombre de membres qui représentent un peu toutes les parties prenantes, tous les représentants de la société. Il y a des personnalités qualifiées, il y a des entreprises, petites, grandes, il y a des élus, des scientifiques et des associations. Et l'idée, effectivement, c'est de travailler ensemble pour, d'une part, mieux connaître les contraintes et les intérêts de chacun, et puis réfléchir ensemble pour développer l'économie circulaire. Alors ça peut être des sujets d'études, hein, comme par exemple sur les marchés publics, où là il y a du travail effectivement à mener pour développer beaucoup plus l'économie circulaire, comme ça peut être effectivement aussi un partage d'expériences. Il existe une plateforme de l'économie circulaire qui permet à toute collectivités ou entreprises ou associations qui mènent des projets de ce type, de pouvoir exposer leurs projets. C'est mis à disposition de tous, c'est inspirant et ça permet à une collectivité ou une entreprise qui souhaite mettre de l'économie circulaire dans son domaine d'activité, de pouvoir s'inspirer de ce qui existe déjà ailleurs, voire de contacter les personnes. Alors, quelles sont les grandes pistes de travail en matière d'économie circulaire pour les collectivités? Parce qu'on pense, est-ce que le chauffage au bois, ça fait partie de l'économie circulaire? Oui, non. Quels sont les grands enjeux pour les villes en matière d'économie circulaire finalement? Alors, justement, le bois, c'est un vrai sujet de réflexion, puisque finalement, on découvre que les microparticules d'un feu de cheminée, c'est pire que la voiture. Et là, on pourrait prendre très vite une décision qui est d'arrêter le chauffage bois. Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Parce qu'on ne peut pas juste raisonner sur un petit morceau, mais c'est la chaîne globale qui est importante. Aujourd'hui, on préserve le bois, les forêts. Quand on coupe
on en replante. Il y a une cohérence par rapport à du bois local, à du transport. Il y a des chaufferies complètes à bois. Et une chaufferie à bois qui permet de chauffer 2000 logements, par exemple, tous les filtres nécessaires. Alors, moi, je me pose une question. Si on rassemble dans une même pièce des experts, des personnes qui ont des chaufferies à bois, des personnes qui font des voitures avec les filtres, et on leur dit, écoutez, vous sortez de cette pièce, quand vous avez trouvé le moyen de mettre un filtre au-dessus de la cheminée et de permettre à des gens, parce que c'est aussi une ressource qui n'est pas très chère, de pouvoir se chauffer, je serais plutôt favorable à cela plutôt qu'une réponse immédiate. En matière de bâtiments, là, oui, il y a de grands enjeux. Tout à fait. Il y a des enjeux parce qu'au sein d'une ville, on déconstruit. On reconstruit. Donc c'est important effectivement d'avoir par exemple au sein du PLU, même si maintenant il est géré au niveau du territoire, plan local d'urbanisme, eh bien, de pouvoir sensibiliser sur les matériaux qui sont utilisés, la façon dont on va travailler. Aujourd'hui, isoler avec des matériaux biosourcés, vous avez pu le voir au prix de l'économie circulaire, c'est effectivement des solutions beaucoup plus simples. Et puis, il y a tout le problème de la rénovation énergétique. Si on veut rénover du bâti, il faut pouvoir désassembler de façon intelligente un bâtiment. Les fenêtres, elles sont en bois, elles sont en métal, chacune des pierres pour pouvoir les réutiliser. Et là, c'est vraiment un enjeu important pour une collectivité. Et puis pour notre grande agglomération francilienne, parce qu'il faut le savoir, 70% des déchets sont des déchets issus du bâtiment et de l'aménagement. Et justement, vous avez été partenaire du 3e Forum du Grand Paris, dont le thème était l'économie circulaire, et en particulier sur les projets d'aménagement. Nous y étions, c'est un reportage d'Alexis Rosset et Léo Vasquen. Regardez. C'est à la Maison des Travaux Publics que s'est tenu le 9 décembre dernier le 3e Forum économique du Grand Paris. Organisé par la Tribune et le Journal du Grand Paris, la journée était consacrée à l'économie circulaire, en présence de nombreux acteurs du secteur et de nombreux élus. L'économie circulaire, c'est le seul modèle de développement qui est soutenable face à une population en croissance démographique, en croissance sur la consommation et une terre qui a ses ressources limitées. Nous devons être dans un modèle qui utilise mieux les ressources, ne les gaspille pas, sache les réutiliser, créer de l'intensification d'usage. Bref, on est dans une société de gaspillage énorme. Il faut revenir dans une société d'efficience. Le public a pu découvrir des exemples concrets portés par des entreprises et des start-up œuvrant pour une économie circulaire, avec des projets, des produits et des techniques innovantes, comme pour l'agence de communication multimodale qui a fait le choix du papier de pierre. On imprime à peu près plus d'1 million de documents par an, qu'à peu près 20% à 30% de ces impressions soient faites sur le papier de pierre. Voilà, c'est ça notre objectif à 2020. Smart Cycle, c'est la première application de don et de géolocalisation des objets abandonnés. Donc l'idée, c'est que quand vous avez des objets à donner ou jeter, vous les prenez en photo via votre smartphone. Ou dans la rue, quand vous voyez des objets qui peuvent être réutilisés ou recyclés, vous les géolocalisez. Et en 15 secondes, ils sont géolocalisés sur la plateforme pour être réutilisés ou recyclés. On travaille sur le granulé de bois, qui est une ressource en fait issue des scieries françaises, qui permet d'avoir beaucoup moins d'émissions de CO2 et beaucoup moins de pollution de particules fines, et qui permet de prendre beaucoup moins de place. Donc dans des environnements contraints comme le Grand Paris, on peut justement stocker ce granulé de façon beaucoup plus compacte. C'est très énergétique, donc il y a moins de transport de camions, moins de transport de trains. Parce que 70% des déchets sont issus du bâtiment, les organisateurs ont proposé un panel d'exemples de projets dans le secteur de l'aménagement urbain. Soldating, c'est quoi? On travaille tout simplement sur les chantiers de travaux publics et on se considère assez volontairement comme un trait d'union entre le monde des industriels et le monde justement des travaux publics. Lors de cette journée, le public a pu voter pour décerner 3 prix pour les meilleures démarches. C'est ainsi que Corecyclage a reçu le prix Coup de cœur pour son projet de plateforme collaborative. Côté start-up, c'est Ipsis qui a été primé pour son produit isolant, issu de matières recyclées. Et c'est le groupe Lafarge qui a reçu le prix Entreprise pour ses granulats du futur, proposés par Agneo. Agneo, c'est l'ensemble des services, des produits et des solutions que nous proposons en faveur de l'économie circulaire, en préservant les ressources naturelles et en réduisant les nuisances, et apporter des solutions à l'ensemble des acteurs de la construction pour qu'ils puissent réaliser leurs projets de construction durable. Une journée riche en projets qui nous prouve que l'économie circulaire est bien un modèle d'avenir qui se construit aujourd'hui
dans la métropole du Grand Paris. Un prix, 3 entreprises qui ont gagné, qui vont se faire connaître. Mais globalement, qu'est-ce que vous avez retenu sur toutes ces entreprises qui se sont présentées lors de ce concours ? Alors moi, j'ai retenu une entreprise assez particulière qui est un peu décalée. C'est le papier de pierre. D'accord. Le papier de pierre, on se dit, bon, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Quelqu'un qui est dans la communication. Mais se dire qu'effectivement, quand on déconstruit, et là, il y a une vraie sensibilisation, quand on déconstruit un immeuble, par exemple, et qu'on peut récupérer ces petits déchets-là pour ensuite les mixer, entre guillemets, et en faire un papier de pierre, eh bien, je pense que quand on va donner sa carte de visite, quand on est une entreprise et on s'implique et qu'on donne un prospectus, au toucher, à l'odeur, on peut se dire, tiens, c'est étrange. Et là, ça permet de rentrer dans une communication et de sensibiliser. Ensuite, et au vu des expériences, chaque modèle économique, ils sont issus d'entreprises privées avec de la rentabilité au bout aussi. C'est ça qui est étonnant quand on ne connaît pas l'économie circulaire. Ben, je pense que pour que l'économie circulaire se développe, il ne faut pas avoir honte de la rentabilité, du modèle économique. Les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Des fois, en France, c'est un petit peu tabou. Moi, je ne le trouve pas. Ce qui est important, ce sont les valeurs qui ont permis de gagner cet argent-là. Et c'est en gagnant de l'argent qu'on peut faire de l'innovation, que l'on peut recruter, que l'on peut développer les bonnes idées. Aujourd'hui, des entreprises, de très grosses entreprises, comme la Société Générale, comme Air Liquide, qui ont des espaces collaboratifs où ils intègrent des start-up, des petites entreprises qui sont là à bouillonner d'idées, ben, je pense que c'est ce mixte-là qui permet de développer l'économie circulaire et puis l'économie... En fait, finalement, l'intervention de ces grandes entreprises, quelque part, ça lève un petit peu les freins, parce que d'une manière générale, il y a des freins pour développer ce type de projet. Alors, les freins, c'est effectivement, d'une part, de sortir de la notion de déchets. Quand on parle d'économie circulaire, il y a des moments où on ne parle que de déchets. Non, c'est l'éco-conception. Hein. C'est comment je conçois de façon intelligente. Après, aujourd'hui, c'est un peu comme le papier recyclé il y a quelques temps, c'était plus cher que du papier normal, entre guillemets, mais ça correspond au fait que on n'a pas encore un volume, un marché suffisamment développé. Donc, c'est un peu plus cher aujourd'hui, c'est un véritable souci. Et là, je pense que fiscalement, il y a quelque chose à faire. Si effectivement, j'avais un taux de TVA beaucoup plus bas, ou en tout cas, qui soit proportionnel aux matières premières que j'utilise, aux secondes, aux troisième, quatrième matières premières. Là, effectivement, ce serait cohérent et on travaillerait au juste prix. Et ces produits-là seraient moins chers. Mais revenons tout de suite à l'élu que vous êtes, l'élu local. Concrètement, le développement durable, la transition énergétique, la transition économique, comment elle est opérée au niveau de votre ville à Sceaux ? Qu'avez-vous fait et que mettez-vous en œuvre ? Voilà. Alors, ce qui a été fait, principalement, et la ville est très connue pour cela, avec sa Vélorution. La Vélorution, c'est les circulations douces ? C'est la circulation douce. Donc, un développement du vélo et de tout ce qui est circulation douce dans l'ensemble de la ville, avec des zones 30. Avec effectivement, il n'y a pas la place pour la voiture d'un côté, les pistes cyclables qui pour moi n'ont pas de sens, et puis le trottoir, mais un espace qui est partagé par tous avec le respect des uns et des autres. Donc la mobilité douce, c'est aussi, on a été une des premières villes à avoir le système d'autolib et un développement du covoiturage, de l'autopartage pour trouver des solutions au transport. C'est aussi un forum de la rénovation énergétique que nous avons mis en place pour la première fois l'année dernière et qui a été construit d'une façon un peu différente de ce qui existe ailleurs puisque c'est construit par des citoyens. C'est le retour d'expérience de citoyens qui vont venir effectivement parler des travaux qu'ils ont fait en isolation, en solaire, en toit végétal, etc. pour dire, nous, on a fait ça, donc avec des mots simples, compréhensibles par tous. Voilà ce qu'on y a gagné, voilà les galères que nous avons eues. Et on a eu autant d'expériences de personnes qui habitent dans des logements collectifs que dans des maisons individuelles. Ça, c'est un gros enjeu, la rénovation énergétique. Oui, c'est un gros enjeu parce que derrière, il y a aussi de la précarité énergétique, des personnes qui, parce que le coût de l'énergie est de plus en plus cher, se chauffent moins.
et ça entraîne effectivement un mal-être général et aussi un mal-être dans le lieu où l'on vit. Si on ne s'y sent pas bien, si on a froid, s'il y a un peu de pourriture qui se développe, de l'humidité et tout, on n'est pas bien pour vivre. Voilà. Donc tout un travail sur les circulations douces, la rénovation énergétique. D'autres axes de travail pour Alors oui, on est dans beaucoup de sensibilisation autour des événements que nous mettons en place. Comment créer un événement éco-responsable? On a une fête de la nature. Alors voilà, c'est un très joli nom, la fête de la nature. Finalement, ça pourrait s'appeler le Forum du développement durable ou le Forum de l'économie circulaire. Ce que l'on a montré, c'est comment on pouvait réutiliser. Réutiliser le marc de café, plutôt que de le jeter, ça peut me permettre de fabriquer du champignon. Aujourd'hui, malheureusement, ça veut dire qu'on est encore dans une période de communication et de sensibilisation pour que la société évolue. Oui, mais sans le dire. Ce qu'il faut, c'est parler par l'exemple. Notre objectif, quand on travaille sur une charte pour les événements éco-responsables, c'est qu'on puisse interpeller un citoyen qui dit « Bon, je vais fêter mes 50 ans dans 3 mois, je vais peut-être réfléchir à la vaisselle que je vais mettre en place. Je vais peut-être réfléchir aux produits locaux de proximité que je vais proposer à mes invités. Je vais peut-être réfléchir à la façon dont je vais décorer. » Et là, si on a gagné, si on a réussi cela. On voit que la ville agit, vous demandez à ce que l'État agisse, il a mis en place aussi des lois, et il y a des structures intermédiaires, régions, et notamment en Île-de-France, le Grand Paris qui a une des compétences, celle du développement durable. Oui. C'est l'avenir peut-être pour vous? Que pensez-vous d'ailleurs de la métropole du Grand Paris? Alors, moi je considère que la métropole du Grand Paris, la création de cette métropole en 2016, c'est un fait historique. C'est la première organisation qui est administrée, gérée par des maires. Le maire, il est au quotidien dans la véritable vie. Il ne peut pas sortir de chez lui sans rencontrer des citoyens qui vont le sensibiliser sur les problèmes qu'ils vivent, sur les bonnes idées, sur le fait d'avoir des demandes qui permettent de réfléchir. Donc cette métropole qui est pilotée par des maires, c'est effectivement pour moi une instance ultra légitime. Ensuite, c'est une volonté des maires et de son président Patrick Ollier que de fabriquer, de construire une métropole résiliente. Et le message très fort, c'est effectivement de décider qu'un conseiller métropolitain est en charge de l'économie circulaire. C'est Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil. Xavier Lemoine a comme objectif de définir comme base toutes les actions, tous les projets de la métropole, qu'elles se fassent sur l'économie circulaire. Et ça, c'est un enjeu important. Et c'est un enjeu qui ne pourra se faire que s'il y a le relais auprès de toutes les collectivités, des 131 villes. Et c'est quelque chose aussi qui est en construction, puisque la métropole du Grand Paris n'a qu'un an. Il faut de nouveaux outils. D'ailleurs, vous militez pour la création d'une plateforme pour la transition énergétique. Voilà. Alors, effectivement... Au niveau de la métropole. Au niveau de la métropole, parce que c'est la bonne échelle. Selon les projets, l'échelle peut être différente. L'échelle de la métropole, c'est effectivement pour la rénovation énergétique ou pour l'économie circulaire, et d'ailleurs l'un est totalement lié à l'autre. C'est la bonne échelle pour, d'une part, échanger sur les réussites des uns et des autres, les expériences déployées. C'est la notion de viralité. Plus on va développer ce virus, eh bien, plus on va effectivement faire du bien pour la planète, pour la société. Et mettre en place une plateforme de ce type va permettre, avec une animation, de pouvoir répondre aux problèmes d'équité. Tous les territoires n'ont pas les équipes, le personnel, pour pouvoir mener des actions concrètes. Si la métropole peut apporter en clé en main un forum de la rénovation, une réunion de travail, une charte qui va permettre effectivement d'accompagner chacune des communes, eh bien là, on va pouvoir donner la possibilité à tout citoyen de la métropole d'avoir accès à. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Malheureusement, on arrive en fin d'émission. Alors, on a pour tradition de poser 3 questions à tous les élus qui viennent dans cette émission. La première, c'est si vous aviez un projet fou pour votre ville ou
pour la métropole du Grand Paris, ce serait quoi? Alors le projet fou, c'est la réussite de cette plateforme dont je viens de parler. Et puis, c'est autre chose, moi je rêve de créer un hackathon du politique au service du citoyen. Alors un hackathon, c'est quoi? C'est effectivement déconstruire le politique actuel. C'est changer un petit peu la façon de voir les choses. Et une fois qu'on a déconstruit cela, eh bien, on peut construire ma ville, ma mairie, en 2032. Ça, c'est vraiment, si des personnes ont envie de se lancer dans cette aventure-là, ce sera avec grand plaisir. Un événement à ne pas manquer en 2017. Alors, un événement en 2017, je vais parler du Forum de la rénovation énergétique numéro 2 sur la ville de Sceaux, qui aura lieu le 18 mars. Sa particularité, c'est que l'on va se servir de ce forum-là pour en faire un forum clé en main qui pourra ensuite être dupliqué dans toute ville de la métropole. Et s'il y a un endroit à visiter pour les Franciliens qui nous écoutent à Sceaux, vous nous conseillez d'aller voir quoi? Alors, outre toute la ville, parce qu'elle est magnifique, moi, l'endroit que je préfère, entre guillemets, c'est la prairie qui se trouve derrière la mairie de Sceaux. Alors la prairie, pourquoi? Parce qu'on est dans un espace, on est derrière un bassin de rétention d'eau, dans lequel il y a des poissons, il y a des nénuphars, il y a un héron qui vient régulièrement. Juste derrière, on a des ruches, 4 ruches, une par groupe scolaire. Juste derrière, on a cette prairie de cosmos, multicolore, un peu folle. Et ensuite, on a la mairie, avec la mairie historique et sa partie complètement contemporaine. Voilà une très belle image. Madame Presson, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de la Cité. J'en profite pour remercier toute l'équipe technique qui nous a aidés à faire cette émission et notamment Alexis Rosset. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.